Elle n'a pas crié, elle n'a rien cassé, elle n'a pas supplié, elle s'est contentée de regarder et d'attendre. Lorsqu'elle a découvert que son mari la trompait, Anna n'a pas fait d'histoire. Elle a préféré quelque chose de bien plus dévastateur, le silence. Car pendant qu'il pensait la tromper, elle avait déjà 2 longueurs d'avance. Voici l'histoire vraie et glaçante d'une femme qui a été trahie, sous-estimée et invisibilisée jusqu'à ce qu'elle décide de disparaître. Mais avant cela, elle a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a vidé ses comptes, pris ses enfants, et elle a laissé une lettre. Ce qui y est écrit est le genre de choses que l'on n'oublie jamais. La lumière du matin traverse le mince rideau et illumine le désordre de la cuisine. Anna réchauffe le lait d'une main, prépare le goûter des enfants de l'autre et tente de maintenir l'ordre dans la maison d'une étape à l'autre. Le réveil a sonné depuis près d'1 heure, mais David n'est toujours pas sorti de la douche, comme d'habitude. « Maman, papa n'aide jamais », se plaint le petit garçon en poussant son sac à dos sur le sol. « Parfois, aider n'est pas ce qu'ils savent faire, c'est ce qu'ils évitent, » dit-elle, avec un sourire discret mais le regard fixé sur la porte de la salle de bain. David sortit de la douche en chantant, serviette autour de la taille et téléphone portable à la main. Il passe devant Anna comme si elle était invisible. « Mon amour, où est ma chemise bleu clair ?»« Elle est dans le panier depuis mardi, là où elle devrait être, » répondit-elle en remuant toujours son café. Il marmonna quelque chose d'incompréhensible et disparut dans la chambre. Les enfants sont sortis en courant, en riant, en se battant pour savoir qui aurait la place avant dans la voiture. Anna les suivit des yeux jusqu'à la porte. Puis, le bruit. Discret, mais distinct. Son téléphone portable vibrant sur le comptoir. Elle regarda autour d'elle. Il décroche le combiné. L'écran est bloqué. Il respire profondément. Il essaya un mot de passe. Il a essayé un mot de passe. Un autre. Il ferma les yeux 1 seconde et tapa la date du mariage. L'écran s'est déverrouillé. Et il était là. Un message de notification. Un nom de femme. Anna a cliqué. La robe rouge que tu aimes est déjà rangée. Je te vois à 7 heures. Ne sois pas en retard. Le cœur s'emballe. Elle fait rouler la conversation, photos, promesses, rires virtuels. Elle a remis le téléphone portable à l'endroit exact où il se trouvait et est retournée à l'évier. De l'eau coulait de ses mains. Son visage était immobile. À l'intérieur, tout criait, mais à l'extérieur, rien n'avait changé. David revint, habillé. « Tout va bien avec le café ?» demanda-t-il en ajustant sa cravate. « Oui, et ton vin est prêt aussi. Tu es la meilleure épouse du monde ?» dit-il en l'embrassant rapidement sur le sommet du crâne. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de sourire, d'un sourire de papier. Il se dépêcha de partir. Anna la regardait par la fenêtre monter dans la voiture et partir. Son regard était fixe, froid, comme quelqu'un qui vient de se réveiller d'un long sommeil. Elle décroche son portable et appelle sa voisine. « Ernestina, peux-tu rester avec les enfants cet après-midi ? Je dois régler certaines choses. »« Bien sûr, ma chérie. Tout va bien ?» Anna hésite 1 seconde. « Tout ira bien. » Elle raccrocha et regarda son reflet dans la fenêtre. Le visage qu'elle regardait n'était plus le même. Il y avait quelque chose, une certitude. Elle se murmura à elle-même « Veux-tu jouer avec moi, David ? Alors joue. Mais joue bien, car aujourd'hui, c'est moi qui regarde. » Anna ouvrit lentement le garde-manger, le regard attentif, les gestes précis. Elle saisit le pot de biscuits dans lequel se trouvaient les ingrédients naturels des jus de désintoxication de David. Là, parmi les graines et les fibres, se trouvait une bouteille brune à l'étiquette presque effacée. Rien de dangereux, mais suffisamment pour provoquer un inconfort digestif, des sueurs froides et un mal de tête persistant. Le genre de malaise que personne ne peut attribuer à un régime. Elle mélangea le contenu au tapioca de David avec précision. Pas assez pour éveiller les soupçons, juste assez pour le rendre malade pendant des jours. « Voici ton viande, David, sans gluten. Je t'aime, » dit-il en tendant la marmite recouverte d'un tissu décoratif. « Tu es la meilleure épouse du monde, » répéta-t-il en souriant, tout en prenant la nourriture et sa valise. Anna lui rendit son sourire. Un sourire étudié, sûr, parfait. David l'embrasse sur la joue et s'en va.
Elle ferma lentement la porte, puis appuya son front contre le bois en respirant profondément. Quelques heures plus tard, il a appelé. Il a dit qu'il travaillerait tard, que les investisseurs étaient en ville et qu'il voulait dîner. Anna a fait semblant d'être surprise. Elle a fait semblant, une fois de plus, d'être celle qui croyait tout. Bien sûr, mon amour, profitez de l'occasion. Vous méritez de conclure avec succès. Je savais que tu comprendrais. Je t'enverrai un texto plus tard, d'accord? Ne t'inquiète pas pour moi. Occupez-vous de vos engagements. David raccroche. Anna, elle, a gardé son téléphone portable en main plus longtemps. L'écran sombre reflétait son propre visage. Elle le déverrouilla et accéda à l'application d'espionnage qu'elle avait installée quelques semaines auparavant. Le lieu s'afficha avec précision. « Hôtel Aurora », murmura-t-elle en regardant l'itinéraire en temps réel. Elle s'habilla calmement, comme si elle n'était pas pressée. Pantalon noir, veste légère, cheveux attachés. Il prit le vieil appareil photo qu'il avait gardé depuis l'université. Il fonctionnait encore. Il pouvait encore révéler des vérités. Elle s'est arrêtée chez Ernestina, a laissé les enfants avec un baiser et un sourire tranquille. Sa voisine l'observe avec des yeux étroits et perspicaces. « Tu as l'air bien, hein? Tu sors ?» Pour mettre les choses au point. Ernestina n'insiste pas. Elle se contente de hocher légèrement la tête. Dans la voiture, Anna suivit le point rouge du GPS jusqu'à l'hôtel. Elle se gara dans la petite rue et attendit près de 20 minutes. Et puis, elle l'a vu. David est sorti de la voiture en riant à côté d'une jeune femme exubérante. Robe rouge, talons hauts. C'était la même femme que dans le message. Anna a pris l'appareil photo. Clic, clic, clic. Puis elle enregistre une courte vidéo. Elles entrent toutes les deux dans le hall d'entrée, se tenant par la main. Mais avant de pouvoir ranger le matériel, elle a vu quelque chose d'inattendu. David s'est arrêté brusquement, a porté la main à son ventre et s'est penché en titubant. La femme le retient par le bras, inquiète. Il est pâle. Il transpire. Anna observe en silence. Pas de précipitation. Sans pitié. Le sans gluten n'était pas si sans gluten que ça, murmure-t-elle. L'appareil photo est rangé. Le plan se poursuit. Le lendemain matin se leva plus léger pour Anna, non pas parce que le monde avait changé, mais parce qu'elle se sentait à nouveau maître de la situation. Elle prépara le petit déjeuner des enfants en silence. Ils mangent distraitement, entre les dessins et les cahiers. David n'est toujours pas rentré. Il avait dit dans un message court et précipité qu'il allait passer la nuit en observation, après s'être senti soudainement mal pendant le dîner d'affaires. Anna s'est contentée de répondre « Repose-toi ». Dès que les enfants sont partis avec le transport scolaire, elle traverse le couloir jusqu'à l'appartement d'Ernestina. La voisine a ouvert la porte avant même que l'on ait frappé une deuxième fois. « Tu n'as pas dormi à la maison ?» demanda Ernestina avec cette franchise qui n'a pas besoin de tourner autour du pot. « Ce n'est pas moi qui ai dû dormir dehors cette fois-ci. La dame l'a invité à entrer. L'appartement sentait le gâteau fraîchement sorti du four et le savon à la lavande. « Il te trompe, n'est-ce pas ?» demande Ernestina en versant 2 tasses de thé. Anna lève les yeux, surprise, mais ne nie pas. « Et tu vas apprendre ce qui se passe quand une femme trahie se sert de sa tête. » Ernestina laissa échapper un petit rire, mi-grincheux, mi-complice. « Faites attention, mademoiselle. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais si vous le mangez seul, vous risquez de vous étouffer. » Anna sourit du coin de la bouche et but une gorgée de son thé. La chaleur de la boisson contrastait avec la froideur de ce qui allait suivre. Plus tard, elle rentra chez elle, vérifia le traceur, les fichiers sauvegardés, les photos. Tout était en ordre. Mais il restait encore beaucoup à faire. Elle voulait des preuves, elle voulait que la vérité soit établie, indiscutable. En fin d'après-midi, alors que David est toujours absent, elle reprend l'appareil photo et retourne à l'hôtel. Le réceptionniste n'a posé aucune question. Il lui a souri comme si elle n'était qu'une épouse bienveillante qui apportait quelque chose d'oublié par son mari. « J'ai oublié de laisser ce chargeur dans la chambre de mon mari hier. Il reste ici. Son nom ? Elle l'a donné. L'employé l'a confirmé et a passé un coup de fil. Il a dit que le monsieur en question était parti quelques minutes plus tôt.
Il a laissé la clé, une enveloppe scellée avec une note de frais et le numéro de la chambre. Dans l'ascenseur, Anna sent son cœur battre la chamade, mais son visage reste impassible. Dans la chambre, l'atmosphère dégage un parfum féminin. Elle trouve une brosse à cheveux, du rouge à lèvres sur la table et la chemise de David sur le sol. Elle prend tout en photo, elle ramasse le rouge à lèvres et écrit sur le miroir. « As-tu apprécié le dîner? Il a été préparé avec amour. » Elle a laissé l'appareil photo allumé en mode caché face au lit. Ce sera le dernier enregistrement. Il est parti discrètement. Quelques heures plus tard, David rentra à la maison, pâle, se plaignant de son estomac. « Quelque chose que j'ai mangé ne m'a pas plu », dit-il en se jetant sur le canapé. Anna s'installe à côté de lui et se sert une tasse de thé. « C'était le dîner à l'hôtel ?» Il la regarde, surpris. « Comment sais-tu que c'était à l'hôtel ?» Elle sourit, gentiment. Devinez ce qui s'est passé. David se réveilla tard ce dimanche-là. Sa tête le lançait, son corps se plaignait, son estomac était encore comme un rocher. Il essaya de se lever, mais des vertiges le ramenèrent au lit. Anna est entrée dans la chambre avec un plateau. Jus d'orange, pain grillé, médicaments. « Tu te sens mieux ?» Il acquiesça encore confus. « C'était horrible, je n'ai jamais été aussi malade de ma vie. Ce doit être le dîner. » Parfois, le corps rejette ce qui est étrange. Il ne répondit pas tout de suite. Il a accepté le jus. Anna s'est assise sur le bord du lit et a regardé. « Veux-tu que je m'occupe de toi, mon amour ?» demanda-t-elle, la voix douce, mais le regard perçant. « Bien sûr. Merci d'être là. » Elle ébouriffa son oreiller et lui dit doucement « Avec le même soin que tu as pris pour moi. » David fronça les sourcils, mais il était trop faible pour comprendre le ton. Lorsqu'il s'endormit à nouveau, Anna se leva lentement. Elle prit son téléphone portable, déjà déverrouillé sur la commode, et se rendit à son bureau. Elle s'est assise devant l'ordinateur et a commencé à naviguer. L'historique de navigation était vierge, mais elle savait où chercher. Application bancaire, dossier caché, courriel, un compte numérique au nom d'une société inconnue. Des virements mensuels vers un CPF qu'elle ne reconnaissait pas. Tous automatisés, tous cachés. Elle a ouvert les relevés de compte. L'argent provenait d'une deuxième source, un compte courant exclusif avec des dépôts constants. Anna a tout imprimé. À chaque clic, l'image de David s'effrite un peu plus. Elle a ouvert la galerie de photos, a connecté son téléphone portable à son ordinateur et a commencé à naviguer. Il a trouvé des images de voyage. Un week-end à la plage dont il avait dit qu'il s'agissait d'un événement d'entreprise. Un dîner coûteux, des cadeaux photographiés, tout cela pour sa maîtresse. Elle ferme les yeux une seconde. Le silence dans la pièce est épais. « Tu t'es donné tout ce mal pour le cacher. Et tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre, » murmura-t-elle. Elle ouvrit l'email de David et s'écrivit à elle-même avec toutes les pièces jointes. Documents, photos, reçus. Puis elle effaça la trace. Elle a tout laissé en l'état. Seulement maintenant, elle avait les clés. Elle est retournée dans sa chambre. David dormait encore. Il transpirait. Elle s'approcha du miroir, lissa ses cheveux et regarda son reflet. Elle était calme, presque sereine. Elle toucha son visage du bout des doigts. « Merci, David, » murmura-t-elle. « Tu m'as trahi avec un tel zèle que tu as laissé toutes les preuves organisées pour moi. » Elle fit un pas vers la porte, mais s'arrêta avant de partir. « Repose-toi bien. Tu auras besoin d'être fort pour ce qui va suivre. » Et il partit tranquillement, comme quelqu'un qui venait de signer un contrat silencieux avec sa liberté. Le téléphone portable de David vibra sur la table du salon. Il était sous la douche, et Anna savait déjà exactement ce qu'il fallait faire. Elle prit le combiné avec facilité, le déverrouilla avec le mot de passe qu'elle connaissait déjà, et entra dans la conversation de son amant. Il y avait les messages les plus récents. Le nom enregistré comme Clara Eventos n'était qu'une façade. La conversation était pleine de surnoms intimes et de demandes d'argent. Anna tapa calmement. « Mon amour, peux-tu me redonner le mot de passe de la banque ? Je l'ai oublié. Je veux voir si le prix de l'appartement que nous avons vu a baissé. » Elle attend. Quelques minutes plus tard, la réponse apparut. « Tout ce que vous voudrez, ma reine. C'est toujours la même chose.
2073. Elle respire profondément. Son sang coule plus vite, non pas à cause de l'adrénaline, mais à cause de la certitude de la prochaine étape. Elle effaça ses messages récents afin que rien ne soit remarqué et replaça l'appareil au même endroit. Son ordinateur portable en main, elle accéda au compte bancaire que David utilisait pour subvenir aux besoins de sa maîtresse. Tout y était, près de 180 000 €, séparés en placements courts, en virements simulés et en 2 cartes de crédit au nom d'une société de conseil. Anna commence à vider le compte petit à petit. Elle transfère d'abord 10 000, puis 5 autres. Elle a créé de faux profils pour recevoir l'argent sur des comptes alternatifs qu'elle avait elle-même ouverts des mois auparavant, avec des noms aléatoires. Rien n'a été fait sur un coup de tête. Tout avait été pensé en silence, les jours où il pensait qu'elle pleurait. Ernestina la reçoit en fin d'après-midi. Anna portait 2 petits sacs à dos et une enveloppe épaisse. « Je croyais que tu venais seulement chercher les enfants, » dit la voisine. « Aujourd'hui, je viens chercher autre chose, ma vie. » Ernestina la regarde de haut en bas, évaluant la sérénité du visage d'Anna. « Tu vas t'enfuir ?»« Non, je m'en vais avant qu'ils ne me coulent avec eux. » La voisine l'a laissé entrer, sans poser d'autres questions. Plus tard, Anna est rentrée seule à la maison. David n'est pas encore arrivé. Elle en a profité pour scanner les documents, imprimer les relevés et organiser les moindres détails. Il a tout mis dans l'enveloppe, les photos, les preuves, les transactions, les messages et la lettre finale. Le dernier point du plan est sur le point d'être mis en place. Avant de se coucher, il passe en revue tous les mouvements financiers pour s'assurer qu'aucune trace ne viendra compromettre son nouveau départ. Il crée des copies de sauvegarde. Il en laissa une à Ernestina, une autre dans un coffre-fort loué au nom d'un tiers. C'est le genre de précaution qu'il a apprise avec le temps. La liberté est désormais plus qu'un rêve. C'est une question de logistique. David arriva peu avant minuit, épuisé, se plaignant de la fatigue et de la charge de travail. Anna écoutait tout, silencieuse comme toujours. Elle lui a préparé un thé, son dernier. Il le boit, la remercie et s'endort en quelques secondes. Au petit matin, elle est restée éveillée. Elle observait le plafond, le silence. L'homme qui, sans le savoir, venait d'être quitté. Mais elle ne le saura que le lendemain. Le soleil n'est pas encore levé quand Anna finit de ranger son dernier sac à dos. Le silence dans la maison était épais, presque respectueux. Les enfants dormaient profondément, bercés par une paix qu'elle ne se souvenait pas avoir jamais ressentie. David ronflait dans sa chambre, inconscient de ce qui se passait autour de lui. Anna posa l'enveloppe sur la table du salon. La lettre était là, pliée en 3, écrite à la main. Elle savait qu'il reconnaîtrait l'écriture avant même de lire les mots. Elle a vérifié les documents, les notes, les sacs à dos. Elle a touché les visages de ses enfants et est partie, laissant la porte se refermer doucement. Quelques heures plus tard, David se réveille dans une maison vide. Il appelle Anna. Il n'y a rien. Il se rend dans la chambre des enfants. Les lits étaient rangés, les oreillers immobiles. Il ressent un étrange frisson dans la poitrine. Il regarda l'horloge. Il était plus de 9 heures. Il est allé dans la cuisine, et c'est alors qu'il a vu l'enveloppe. Il l'a pris avec précaution. À l'intérieur, la lettre commençait directement. « David, ne me cherche pas. Si tu lis ceci, c'est que je suis allé assez loin. » Il s'est assis. Il lit chaque ligne, le visage vide. « Pendant des années, j'ai écouté tes excuses. J'ai avalé tes disparitions. J'ai déguisé tes regards. J'ai cru que c'était de l'amour, jusqu'à ce que je me rende compte que l'amour ne se cache pas derrière des mots de passe et qu'il n'arrive pas en retard avec une odeur de parfum bon marché. » David se frotte le visage. Il poursuit sa lecture. « Tu avais tout, et tu l'as gaspillé. Tu as menti en me regardant dans les yeux, et tu pensais que je ne le remarquerais jamais. Mais je l'ai remarqué, et j'ai continué à l'écrire, à l'enregistrer, à attendre. » Il s'est levé, a tourné en rond. Il a pris son téléphone portable et a essayé d'appeler. D'abord Anna, la boîte vocale, puis l'école. Les enfants ne sont pas venus. Il a essayé d'appeler Ernestina, mais personne n'a répondu. Elle est retournée à la lettre.
Ne pleure pas pour moi, pleure pour tout ce que tu as perdu parce que tu ne l'as jamais valorisé, pleure pour le temps qui ne reviendra pas, pour le foyer que tu as détruit en silence, et pour la femme qui n'existe plus. Parce que l'Anna que vous connaissiez est morte le jour où vous avez découvert son mensonge. Celle qui part, maintenant, est une autre. Stupéfait, il tente de retrouver son téléphone portable, mais elle a changé de carte SIM. Il tente d'accéder au compte numérique de la société. Le mot de passe a été changé. Non, non, ce n'est pas possible. Il ouvre la porte, crie son nom dans le couloir. Rien n'y fait. Il descend dans la rue et fouille le quartier. Tout un monde d'inconnus passa devant lui, mais aucun n'avait le visage qu'il cherchait. Il rentre dans son appartement. Il s'assit sur le canapé. Il reprend la lettre. Il lit une dernière phrase. « Désormais, mon silence sera la seule réponse. Et ne t'inquiète pas, je ne vais pas te détruire. Tu l'as déjà fait toi-même. » David laisse tomber la lettre sur le sol. Il regarde la maison, vide, propre, immobile. Et là, enfin, il comprend. Ce n'est pas la colère qui l'a vaincu, mais la patience d'une femme qui, en silence, a préparé sa propre fuite, pendant qu'il creusait sa propre fin. L'endroit était simple mais calme. Une maison de plain-pied, avec des rideaux clairs, et l'odeur d'un nouveau départ. Anna était assise sur le canapé et regardait ses enfants dessiner sur le sol du salon. La lumière qui traversait la fenêtre semblait annoncer que quelque chose s'était enfin terminé. Ernestina préparait du thé dans la cuisine. Elle s'était installée temporairement chez eux sous prétexte de aider avec les enfants. Mais Anna savait que c'était plus que cela. C'était une présence. Elle était un soutien. Elle était la seule personne à tout savoir, dès le début. L'aîné s'approche avec un dessin dans les mains. « Maman, papa arrive !» Anna déglutit. Elle regarde le dessin. Une poupée tient la main d'une autre petite poupée. Dans le ciel, un soleil géant souriait. « Pas aujourd'hui, et peut-être plus jamais. » Le garçon acquiesça, comme s'il le savait déjà. Ernestina apparut avec les tasses. « Tu as besoin de parler à quelqu'un ? Je t'ai déjà parlé. Et finalement, c'est la seule qui m'a vraiment écouté. » La dame s'assit à côté d'elle et se passa la main dans les cheveux. « Vous n'êtes pas seule. » Anna a souri. Le genre de sourire qui naît lentement après une longue période de clandestinité. Quelques jours plus tard, les enfants étant adaptés, elle s'est assise devant l'ordinateur. Elle a tapé le nom de l'avocat recommandé par une connaissance. Elle prend rendez-vous. Il est temps de tout formaliser. Garde des enfants, pension alimentaire, séparation de corps. Dans le cabinet de l'avocat, elle est directe. Je veux garantir l'avenir de mes enfants et ma liberté. Je ne veux pas la guerre, je veux la justice. L'avocat, habitué à de longues procédures douloureuses, l'écoute en silence. Avez-vous des preuves ? Elle lui tend l'enveloppe. J'ai tout, depuis le début, même ce que personne ne voit. Ce que personne ne voit, une femme qui en a assez d'être laissée pour compte. Ils ont signé les premiers documents. Il a demandé des délais, expliqué les étapes, mais elle ne veut rien lâcher. Un pas après l'autre. Sur le chemin du retour, sur la banquette arrière du taxi, elle observe les rues d'un œil nouveau. Elle ne cherchait plus les visages familiers. Elle ne s'attendait plus à voir David au coin de la rue. La peur n'est plus qu'une brise lointaine, et la culpabilité, un souvenir qu'elle refuse de porter. En arrivant chez elle, elle a trouvé ses enfants jouant avec Ernestina dans le jardin. Le plus jeune se précipite pour la serrer dans ses bras. « Maman, tu as vraiment souri. » Elle se penche, le prend dans ses bras et lui répond « Tu t'en es rendu compte ?» « Maman. » Anna regarda autour d'elle. Tout était encore nouveau. Rien n'est garanti. Mais pour la première fois, elle ne se sent pas prise en otage par qui que ce soit. Et au fond d'elle-même, elle le sait. La liberté, ce n'est pas seulement partir. C'est savoir que, où qu'elle soit, rien ni personne ne peut plus la faire taire. David n'a pas dormi correctement depuis des jours. L'appartement, autrefois rempli de voix et de bruits familiers, était devenu le musée de son propre échec. Les jouets de ses enfants étaient encore sur l'étagère. L'armoire d'Anna est restée vide, mais son odeur semblait imprégner les murs, les oreillers et l'air qu'il respirait.
Assis sur le canapé, il regarde l'écran de son téléphone portable. Le dernier message qu'il avait envoyé était toujours là. « Dis-moi où tu es, s'il te plaît. » Mais il n'y avait pas de réponse. Pas de livraison. Aucun signe qu'elle lisait encore ou qu'elle s'en souciait. Il essaya d'appeler à nouveau. Pas de numéro. « Anna » murmura-t-elle au loin. La sonnette retentit. Il se leva rapidement, le cœur battant. Il ouvrit la porte, s'attendant à... Mais c'était un livreur. Une enveloppe. « Pour Monsieur David », dit le garçon. Il signa, referma la porte et ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Des documents juridiques, action de tutelle, pension, déclaration de déménagement. Tous signés. Sur la dernière page, une simple note manuscrite. Ce n'est pas une vengeance, c'est une protection. Il a laissé tomber l'enveloppe sur le sol. Il s'est assis sans bouger. Et là, il a compris. Elle ne reviendrait pas. Jamais. Pendant ce temps, Anna marchait avec ses enfants sur un chemin de terre. Un endroit isolé, entouré d'arbres, où le bruit de la ville ne les atteignait pas. L'aînée courait devant, la plus jeune lui tenait la main. Ernestina suivait lentement, avec un chapeau qui lui couvrait la moitié du visage. Elles s'arrêtèrent sous un grand arbre. Anna étendit une serviette sur le sol, distribua des fruits et ouvrit un jus de fruits. Tout était simple, presque banal, mais il y avait de la paix. « Maman, on va être heureux maintenant ?» Anna regarde son fils. Son visage est en sueur. Ses yeux brillent de quelque chose qu'elle reconnaît. L'espoir. Elle respire profondément avant de répondre. « Maintenant, oui, parce que maintenant personne ne décide pour moi. » Ernestina s'assit à côté d'eux, prit une pomme et dit avec un demi-sourire « Vous savez ce qui est drôle. On ne découvre ce qu'est la liberté que lorsqu'on ne souffre plus. » Anna a hoché la tête. Elle n'a pas répondu. Mais je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Après le pique-nique, ils sont rentrés chez eux en silence. À la porte, le facteur a remis une autre enveloppe, cette fois à son nom. Elle l'a ouverte dans le couloir. C'était la confirmation de l'inscription de ses enfants dans une nouvelle école. Tout est réglé. Ce soir-là, seule sur le canapé, Anna écrit une ligne dans un nouveau cahier à couverture rouge. « Je m'appelle Anna, et c'est la première nuit où je n'ai pas peur. » Elle referme le cahier. Elle embrasse ses enfants endormis, et pour la première fois depuis très, très longtemps, elle s'est endormie, elle aussi. Non pas pour s'échapper, mais parce qu'enfin, elle était en paix.